Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler mercato de Serie A. Donc c'était en début de semaine, je vous faisais une vidéo sur le mercato de Première Ligue, quel club en Angleterre fait le meilleur mercato. Aujourd'hui, on va faire la même chose pour la Serie A et sur les jours qui viennent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir d'autres championnats. On commence donc sur la Serie A, j'ai ciblé les 4 clubs qui ont fini aux 4 premières positions, mais on parlera aussi de la Lazio, de la Roma et de l'Atalanta à la fin, juste un petit peu plus rapidement. Mais donc on commence avec le champion en titre, magnifique équipe et quelle saison, l'AC Milan. Sur les départs, donc, vous le voyez, on a parmi les départs marquants Jens-Peter Hauge qui part à Francfort. Belle indemnité finalement pour un gars qui a jamais vraiment percé à l'AC Milan, qui n'avait pas trop de temps de jeu. Et ça, ce sera aussi intéressant quand on évoquera le mercato Bundesliga. Mais voilà, Jens-Peter Hauge qui part. Léo Duarte aussi. Fin de contrat, c'est un petit peu plus bas. Fin de contrat pour Samu Castillejo, j'ai envie de dire enfin. C'est pas le plus embêtant. Peut-être plus embêtant en revanche, c'est aussi un départ libre pour Alessio Romagnoli qui va à la Lazio, ça on en reparlera un peu. Et surtout, Francky Kessié qui était le titulaire, le moteur de l'entrejeu, la plupart du temps aux côtés de Tonali, parfois aux côtés de Bennacer. Voilà, Franck Kessié qui part aussi, donc finalement il y a pas mal de travail. Sur les arrivées, on va le voir un petit peu plus haut. Sur les arrivées pour l'instant, Junior Messias et Alessandro Florenzi, donc eux ils étaient déjà là, ils étaient en prêt, ça s'est juste transformé en transfert définitif. Finalement pour des petites indemnités, donc ils seront des joueurs de rotation utiles. Divock Origi aussi qui est arrivé, ça, depuis Liverpool, libre de tout contrat pour suppléer Zlatan, qui lui a re-signé pour un an supplémentaire, mais bon, qui a une très très grosse blessure, donc il reviendra sans doute au cours de la saison, peut-être seconde partie de saison. Il a baissé significativement son salaire pour pouvoir prolonger d'un an, il a 41 ans déjà. Donc voilà, Divock Origi qui a été pris comme pointe supplémentaire. Tu as aussi Giroud, mais on va reparler un petit peu de tout ça. Et il ne figure pas ici, mais il y a Yacine Adli qui a été acheté l'été dernier et reprêté dans la foulée à Bordeaux. Il arrive enfin à Milan. Et pour l'instant, c'est les renforts. On a quelques rumeurs aussi, bien sûr. Charles de Ketelare de Bruges, dont on a régulièrement parlé sur la chaîne, c'est le joueur qui est le plus proche de rejoindre l'AC Milan si on en croit les dernières rumeurs, mais ça traîne depuis un moment. Pour CDK, il y a un accord avec le joueur, pas encore avec Bruges, autour de l'indemnité. C'est l'inverse pour Renato Sanchez, où il y a un accord avec Lille, mais pas encore avec le joueur qui vraisemblablement préfère le PSG. Donc ça, c'est le deuxième joueur qui était beaucoup lié à l'AC Milan. On parle de Ziyech aussi, entre autres, pas mal d'autres noms. Mais voilà, le bilan un peu de ce qu'on peut dire de l'AC Milan et ce qu'ils ont à faire sur ce mercato, c'est qu'il y a déjà une équipe incroyablement solide. Donc Maignan dans les cages, c'est top 3 des meilleurs gardiens d'Europe la saison passée, incontestablement. La paire Tomori-Kaloulou ici, donc 24 ans pour Tomori, 22 ans pour Pierre Kaloulou. Si tout va bien, c'était centraux pour 10 ans. Donc bon, on va voir, mais c'est ce que tu peux espérer. C'est vraiment une sacrée paire. Devant eux, Sandro Tonali, quelle saison, lui aussi, seulement 22 ans, début de décisif. Enfin, un exercice vraiment complet, super joueur. À nouveau, lui aussi, tu peux partir sur la durée avec. Aux côtés de Kaloulou et Tomori, bon déjà à gauche, tu as Théo Hernandez, 24 ans, qui t'amène un énorme volume offensif. Et il a aussi son pendant très différent, beaucoup plus sécurisant dans le profil, beaucoup plus axé défensif. Mais Davide Calabria, dont on ne parle pas beaucoup, qui est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de cette Serie A, en tout cas pour les observateurs distants, que 25 ans. Mais il a fini la saison capitaine. Il a été absolument essentiel quand tu regardes la saison de Calabria. Donc on le voit, il a commencé la saison de capitaine, il l'a fini capitaine. Et l'AC Milan perd 4 matchs la saison passée. Les 4 sont pendant sa période de blessure. Là, et ici, où c'est un des rares matchs qu'il ne démarre pas titulaire, il arrive 20 minutes sur la fin contre Spezia. Voilà, sur ce run formidable de l'AC Milan sur la fin, il est capitaine. Calabria, sa performance défensive, et ça te fait que tu as vraiment cette base hyper solide, cette base arrière avec, comme on l'a dit, Maignan dans les cages, 27 ans, pour un gardien c'est hyper jeune, encore du temps devant lui. La paire Tomori Kaloulou, 24 ans, 22 ans. Théo Hernandez sur un flanc, Davide Calabria sur l'autre, 24 ans, 25 ans. Et Sandro Tonali, 22 ans, devant eux. Voilà, tout ce bloc là, on l'a là, le bloc défensif avec Tonali en plus. Ça, c'est une base hyper solide. Conservez ça pendant de très longues années, c'est une priorité. Et maintenant, il faut bâtir un peu dessus, notamment parce qu'avec le départ de Kessié là, avec ce départ, tu perds quand même
un des maillons fondamentaux de cette chaîne. Et du coup, pour moi, la question c'est est-ce que Ismaël Bennacer peut prendre cette place de caissier aux côtés de Tonali? Donc Ismaël Bennacer qui est un peu sorti du 11, mais qui finalement a participé à quand même pas mal de matchs. 1500 minutes de Serie A, 31 apparitions, la plupart en tant que remplaçant, mais quand même 31 apparitions. En Ligue des Champions, pas mal de titularisations, je crois 4 peut-être sur les 6 journées de phase de groupe, et mine de rien, il finit la saison avec 2100 minutes, toutes compétitions confondues. Est-ce que ce Bennacer peut prendre la place de caissier aux côtés de Tonali? C'est une vraie question. Les trois milieux ont vraiment des profils très différents. Quand tu regardes les chiffres avancés donc là, de Franck Kessié, c'est le joueur qui se projette le plus de très loin dans la surface de réparation adverse. Tu vois, il est dans le top 14% des milieux en Europe sur le nombre de projections, sur le nombre de touches de balle dans la surface adverse. Voilà. Il n'y a plus vraiment, avec son départ, il n'y a plus vraiment ce profil box-to-box pur comme était Franck Kessié. Alors Ismaël Bennacer, ses chiffres avancés sont assez intéressants aussi. On voit qu'il a d'autres choses pour lui. Déjà un très très gros volume. Ballon, passe progressive, ici top 9%. Le nombre de dribbles réussis, top 1% en Europe. C'est ses dribbles de préparation. Il est totalement ce joueur qui casse la première ligne, qui réussit ses petits crochets courts dans la première partie de terrain, etc. Pression, tacle, interception, c'est assez monstrueux. Il est vraiment ce milieu harceleur, ce gars qui adore défendre en avançant. Et aussi qui stoppe ou freine les offensives adverses avec un super positionnement, avec une super science défensive qui les empêche d'atteindre ton dernier tiers ou avec beaucoup moins de vélocité. Ouais, voilà, super milieu de couverture, super milieu défensif, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'adore ce type de joueur et je vois pas vraiment de raison pour laquelle une paire Tonali Bennacer, ça ne pourrait pas marcher, pour laquelle ça ne pourrait pas être ta paire de titulaires. Ils l'ont été en plus ensemble la saison passée. Mais voilà, le remplaçant de Kessié, on peut imaginer que même si c'est un profil différent, Milan là, moi je vois bien Tonali Bennacer démarrer la saison prochaine les deux en tant que titulaire. En plus Bennacer seulement 24 ans, il participe de cette idée d'un Milan très jeune avec une base solide. Ensuite pour ajouter un peu de profondeur, on parle de Renato Sanchez. Si tu vends personne d'autre là, je sais même pas si tu as tant besoin de Renato Sanchez que ça. Donc on a Rade Krunic, même si il est peut-être un milieu un petit peu plus avancé, bon il est bien apprécié, assez travailleur. Ça c'est pas trop mal. Tiemoué Bakayoko c'est peut-être celui que tu mettrais en dernier dans la hiérarchie, mais il peut avoir son utilité s'il y reste. Et il y a aussi Tommaso Pobega dont on n'a pas encore parlé, mais qui revient de près du Torino où il a fait une très belle saison, une vraie saison complète. Il fête ses 23 ans aujourd'hui, le jour où on sort cette vidéo. Donc beau potentiel. S'il y a une opportunité pour se renforcer dans l'entrejeu pour l'AC Milan, pourquoi pas. Mais voilà, pour moi ta base arrière, elle est très solide. Milan finit champion avec la meilleure défense d'Italie, donc on le voit ici sur les chiffres. But encaissé 31, à égalité avec le Napoli, co-meilleure défense d'Italie. En revanche, sur le nombre de buts marqués, on le voit là, seulement la 4e attaque, avec 69 buts marqués, à 15 longueurs de l'Inter Milan. C'est clair que pour moi, la priorité, si tu cherches avant tout à te renforcer cet été, c'est plutôt sur le secteur offensif, c'est plutôt devant. Donc la première chose à faire pour moi, c'est prolonger Raphaël Leao. Ça, je pense que c'est le dossier de Maldini en ce moment. Il est un peu sollicité à gauche, à droite. Son contrat expire en 2024. Donc si tu veux pas te retrouver dans une posture compliquée l'été prochain, il a fait une saison de Serie A extraordinaire avec 11 buts, 10 passes, a été tellement influent sur la seconde partie de saison. C'est un des gars qui te permet d'aller choper le titre pour sûr. Très très influent depuis son aile gauche. On le voit, sa valeur elle a explosé cette saison, ici jusqu'à 70 millions d'euros. Tu veux pas le perdre tout court et encore moins avec un tarif revu à la baisse l'été prochain. Donc le prolonger, c'est une priorité, ok. Deuxième chose, c'est sans doute recruter au centre et à droite de ton quatuor offensif. Donc si on se remet l'effectif de l'AC Milan pour l'instant sur le poste de numéro 10 de ce 4-2-3-1, tu as Brahim Diaz, un des rares joueurs décevants du Milan AC sans doute cette saison. Et derrière, sur la profondeur, c'est Yacine Adli et Daniel Maldini. Voilà, les deux sont très très tendres et même le niveau de talent, même le plafond, je ne suis pas sûr que ce soit niveau Milan AC, niveau Ligue des Champions. Donc il te faut un joueur central créatif, il te faut un trequartista top niveau et il faut sans doute le recruter cet été. Donc De Keita Larue, apparemment, c'est la piste qui est privilégiée pour ça. Je comprends pas que ça traîne autant. Pour moi, c'est je vois que Leeds commence à se positionner aussi. Si tu risques de le perdre pour 5 millions d'euros, alors que tu as vraiment un besoin énorme de se renforcer là, quand tu connais sa qualité, pour moi, c'est vraiment un truc sur lequel il faut accélérer à fond. Il faut le faire. Et il te faut aussi quelqu'un à droite, quelqu'un qui se rapproche du niveau de Leao à gauche, si c'est possible. Bon, pour l'instant, Selmakers et Messias, Junior Messias, ok, mais mieux, on va pas se mentir, mieux ce serait mieux.
Et il y a aussi devant, où donc Giroud et Ibra qui est blessé pour 6 mois, et Origi. Pas grand chose à redire de la contribution d'Olivier Giroud, bien sûr. On avait débriefé le match contre l'Inter sur la chaîne, son doublé, ses buts importants, mais ce doublé dans ce match-là, c'est sans doute ce qui permet à l'AC Milan d'y croire et de lancer cette saison fantastique. C'est le tournant de cette saison, sans ça, il n'y a jamais de titre. Mais Giroud, c'est aussi 36 ans en septembre. Il faut penser à la suite. Donc voilà. Pour le Milan AC, je dirais pour conclure, pour l'AC Milan, pardon, une base arrière très complète, une très très belle base, mais un effectif qui a encore besoin de renforts significatifs sur le front offensif. Et il faut accélérer parce que ça commence à traîner un peu. Mine de rien, on est déjà mi-juillet et voilà, il y a des dossiers qu'il faut commencer à conclure dans les jours qui viennent. Ok pour l'AC Milan, on passe sur le second club, le dauphin de l'AC Milan cette saison, l'Inter. Sur les départs, alors quelques pertes notables quand même, quelques pertes notables. Ivan Perisic qui sortait d'une saison à 8 buts, 7 passes en Serie A en tant que piston gauche. Bon, il part libre à Tottenham, on en a parlé un petit peu dans la vidéo Première Ligue. Arturo Vidal, c'était un joueur de rotation, il a 2 titularisations en Serie A la saison passée, 700 minutes tout court, mais quasi 1400 au total. Il a servi aussi pour dépanner en coupe, en Ligue des Champions aussi, où il a pas mal joué, on voyait un peu la stratégie. Pas le seul club à utiliser cette stratégie d'ailleurs de vouloir être performant en championnat et de laisser un petit peu de côté les compétitions européennes, même si l'Inter s'est qualifié en 8ème, a été plutôt bon contre Liverpool, j'avais trouvé. Bref, Arturo Vidal a servi pour dépanner un petit peu en coupe, peut-être faire souffler tes Brozovic, tes Barella, peut-être ton Çalhanoğlu sur les matchs véritablement importants du championnat. Donc voilà, il y a au moins de la profondeur qu'il faut aller remplir ici, surtout que Stefano Sensi a aussi été prêté à Monza, donc un deuxième milieu central. Pour l'instant, tu manques un peu de profondeur, c'est ce que je veux dire, derrière ce trio, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, dans le 3-5-2 d'Inzaghi, tu manques un petit peu de profondeur. Dans le sens des arrivées, ensuite, Joaquín Correa, bon ça c'est pas nouveau, 24 millions d'euros, mais c'est pas nouveau, il était prêté cette saison, et là c'est le transfert définitif qui se réalise. Il risque de moins jouer cette saison, déjà c'était pas le joueur le plus performant de ce collectif, mais il risque de moins jouer cette saison pour une très bonne raison, c'est que Lukaku revient. Et ça c'est quand même un sacré truc, tu vas pouvoir à nouveau l'associer à Lautaro Martinez. On connaît la puissance de cette doublette. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Lukaku qui retrouve Lautaro à l'entraînement. Il y a un vrai truc entre les deux, ça fait plaisir à voir. Une vraie alchimie. Lukaku retrouve sa famille interiste, tu sens à quel point ça lui fait du bien. Et moi en foot j'ai l'habitude de dire, il faut faire confiance en ce qu'on a vu. Quand on a la chance d'avoir pu observer quelque chose et d'avoir vraiment des faits sur lesquels se baser, bon, il faut faire confiance en son œil. Lukaku, on l'a vu à l'Inter, il l'a prouvé. Il a beau avoir raté sa saison à Chelsea, on a vu ce qu'il fait en Serie A, on l'a vu dans ce contexte, et ce qu'on a vu était sans équivoque. C'est dur de se tromper, donc son retour, c'est forcément une excellente nouvelle pour l'Inter. La saison prochaine, il faut voir, parce qu'évidemment, c'est qu'un prêt. Bon, déjà, ça c'est quand même un sacré truc aussi, un gars que tu as vendu plus de 100 millions d'euros, que tu récupères la saison ensuite pour un prêt de 8 millions, un prêt payant. Voilà, je ne sais pas si l'Inter a forcément vocation à le recruter, il a déjà 29 ans, mais si tu peux lui faire quelques saisons en prêt comme ça pour te dépanner en le payant quasiment rien, même s'il y a son salaire ensuite. Mais forcément, moi je le vois comme une très bonne chose pour l'Inter, reformer cette doublette. C'est une mauvaise nouvelle pour les adversaires de l'Inter, ça ajoute aussi un petit peu plus de profondeur, donc sur le 3-5-2 d'Inzaghi, tu vas avoir Lukaku, Lautaro en pointe, et derrière eux, Joaquín Correa et Edin Dzeko, le capo-canonnière de 2016-2017. C'est pas mal, il y a un peu de profondeur, ça fait une belle paire offensive. Alors outre Lukaku, on passe beaucoup de temps sur Lukaku, mais outre Lukaku, l'Inter a aussi pris André Onana et Henrik Mkhitaryan libres, les deux libres, on le voit là. Onana pour le coup c'est un peu plus une inconnue forcément, à quel niveau est-ce que tu le retrouveras, mais l'Inter a tellement besoin de faire la transition avec Handanovic, un gardien que j'ai adoré à une époque, mais qui a sans doute fait une ou deux, peut-être 3 saisons de trop à l'Inter. L'Inter a un petit peu traîné sur le dossier de la transition quand tu vois ce que l'AC Milan en face a fait avec Mike Maignan. C'est peut-être le poste où il y a le plus gros gap de qualité en la défaveur de l'Inter. Christian Aslani aussi, je me le suis noté, Christian Aslani, le milieu de terrain axial albanais d'Empoli, qui arrive donc, c'est un prêt mais qui va se transformer en transfert, si je ne me trompe pas. Il a fait sa première vraie saison en pro l'année dernière, il a tapé dans l'œil de pas mal de monde en Serie A. J'avoue que ça m'intéresse plutôt, c'est pas le joueur que je connais le mieux, 20 ans seulement, j'imagine qu'il arrive comme, voilà, on parlait des départs d'Arturo Vidal, de Sensi, bon, il arrive pour apporter un petit peu de profondeur dans l'entrejeu, même si je pense que l'Inter doit prendre encore un gars de plus, peut-être un petit peu plus capé, un peu plus de certitude de performance. Mais voilà, et puis Raúl Bellanova aussi, dont on n'a pas parlé, latéral droit pourtant qu'on connaît bien, qui était à Bordeaux à une époque, qui arrive depuis Cagliari.
J'avoue que c'est pas un joueur, de ce que je voyais à Bordeaux, c'est pas un joueur que j'imaginais jouer à l'Inter un jour, mais il peut être sans doute une meilleure doublure que Darmian, meilleure doublure de Denzel Dumfries sur ce poste de piston droit que Darmian. Il est très jeune, donc il a sans doute aussi une marge de progression. Et enfin, la dernière nouvelle, c'est que Simone Inzaghi a été prolongé d'un an, un an de plus jusqu'en 2024, donc pour l'entraîneur de l'Inter. Alors la rumeur la plus forte du côté de l'Inter, elle dure depuis quasiment le début du mercato estival, c'est Gleison Bremer du Torino, défenseur central 1m88 brésilien, 25 ans, qui a été élu défenseur central, qui a été élu défenseur tout court de l'année en Serie A la saison passée, qui a véritablement explosé. Bon, l'Inter attend un peu sur ce dossier. Je pense que ça attend de voir si Skriniar part pour vraiment concrétiser ça le cas échéant. Le Torino aussi, je crois, attend de voir si Skriniar est vendu et surtout à quel prix Skriniar est vendu pour faire gonfler l'indemnité potentiellement. J'ai vu Urbano Cairo, le owner de Torino, faire des déclats en ce sens. Bon, c'est smart, c'est intelligent du coup, mais tant que le PSG n'accélère pas sur Skriniar, voilà, c'est un petit peu il y a un petit blocage là, et si Skriniar part au PSG, tout ça va se débloquer. En attendant, ça dure un petit peu. C'est sûr que je vois l'Inter recruter à ce poste, donc peut-être même 2 centraux. On parle beaucoup de Nikola Milenkovic aussi. J'ai vu que Zinho Van Eusden, dont j'attends toujours l'éclosion au top niveau, va être prêté à nouveau une fois cette saison, et c'est à la Z Alkmaar, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant pour sa progression. Mais en attendant, l'Inter doit se renforcer sur ce poste de défenseur central. Sur les autres départs qui sont pressentis aussi, c'est pas officiel encore, mais j'ai vu qu'Andrea Pinamonti, qui est revenu de prêt, il va vraisemblablement être vendu. On parle de prix qui sont assez élevés, genre 20 millions d'euros à l'Atalanta, quelque chose comme ça. C'est un talent, mais dans la hiérarchie, je pense qu'il est le 5e attaquant, derrière donc Lukaku, Lautaro, Joaquin et Edin Dzeko. Il est sans doute 5e dans la hiérarchie. Si l'Inter peut se prendre 20 millions d'euros sur lui, bon, c'est peut-être pas une mauvaise chose à faire. L'Inter pourrait aussi se séparer du gros salaire d'Alexis Sanchez. On parle d'un départ à Flamengo qui a pris Vidal. Peut-être reformer la connexion chilienne avec Alexis Sanchez. Mais voilà en gros sur les dernières rumeurs. Mon bilan, c'est qu'avec Lautaro, Lukaku, c'est quand même un sacré truc. Tu vas pouvoir reformer un duo qui a plus que fait ses preuves, qui t'a donné un Scudetto. Pas l'année passée, mais l'année d'avant, bien sûr. En plus, Lautaro est sous contrat jusqu'en 2026. Pareil pour Barella, pareil pour Brozovic. Les deux sont tellement essentiels dans le 3-5-2 d'Inzaghi, et les deux ont prolongé au cours de la saison. Je crois que Brozovic, c'était en mars, et Nicolo Barella, c'était en première partie de saison. Les deux ont prolongé aussi jusqu'en 2026. Donc l'Inter a vraiment réussi à sécuriser ses maillons importants. Sur les côtés, quand on regarde les pistons, qui sont forcément une partie très importante aussi de ce dispositif, on a Denzel Dumfries, 26 ans, et Robin Gosens, 28. C'est pas mal. Alors c'est sûr, c'est des postes qui sont importants et qui sont pas faciles à combler. Je pense que ça, c'est quand même un truc qu'il faut admettre. Tout le monde aimerait avoir, bien sûr, sur son côté gauche, tout le monde aimerait avoir, je sais pas, Théo Hernandez et Alphonso Davies, et à droite avoir Reece James et Hakimi, bien sûr. Mais c'est pas facile de trouver des pistons d'un niveau B, B+, je vais dire. C'est pas facile de trouver des pistons qualité Ligue des Champions, 8e de Ligue des Champions, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc voilà, je trouve que Dumfries Gosens, c'est correct, c'est acceptable, c'est même pas mal. C'est pas top niveau, mais c'est pas mal. Et voilà, le plus gros chantier pour moi, il est surtout au niveau de ce trio de défenseurs centraux. Si Skriniar part, De Vrij a un peu décliné aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as Alessandro Bastoni, qui est déjà, pour moi, un des meilleurs centraux du continent sur tout ce qu'il peut faire, sur sa qualité de pied. Voilà. 23 ans, a encore de la marge de progression, fin de contrat 2024, donc peut-être qu'il faut commencer à réfléchir aussi à ça. Mais bon, là aussi, tu as une base solide, ça dépendra pas mal de la performance d'Onana aussi. Mais je trouve que l'Inter est plutôt bien doté et j'aime bien son début de mercato. Ok, on passe à notre 3e club dans la liste, on les fait dans l'ordre du top 4 de la saison passée. C'est le Napoli. Et Naples, c'est hyper intéressant, c'est une vraie saison de transition, c'est le grand chamboulement, un immense renouvellement. Quand tu regardes les joueurs importants qui partent, David Ospina qui part libre à Al Nasser, donc qui était le gardien titulaire cette saison du Napoli devant un Alex Meret qui est en perdition depuis un moment. Et si on en croit les stats avancées, c'était le 2e gardien le plus décisif de Serie A derrière Mike Maignan et assez loin devant le 3e. Il sort d'une très bonne saison sur sa ligne, Ospina, et il part libre, donc j'imagine prendre un dernier gros chèque à 33 ans
à Al Nasser. Ça se gâte ensuite, tu as le capitaine Lorenzo Insigne qui part libre, donc alors que sa valeur est encore assez élevée, seulement 31 ans quelque part, et il part libre à Toronto en MLS. Ton capitaine, joueur hyper important. T'as Kalidou Koulibaly qui part à Chelsea, il n'est pas encore inscrit sur la liste parce que c'est pas encore 100% officiel, mais c'est fait, on sait que c'est fait, on a vu toutes les infos. T'as aussi donc Koulibaly qui part, Ospina, Koulibaly, Insigne. Tu peux ajouter Arek Milik, ça se transforme en transfert définitif, et tu peux ajouter Dries Mertens bien sûr. Tellement de cadres napolitains des dernières saisons qui quittent le navire. Ça va être une saison difficile de ce point de vue-là. Alors il y a quelques bonnes nouvelles quand même sur les joueurs qui partent. Sur les fins de contrat, tu as des gars que tu traînais depuis un petit moment. Je pense notamment sur les deux côtés, les deux latéraux, Fawzi Goulam et Kevin Malcuit, 31 ans, 30 ans. Le latéral gauche, le latéral droit, qui un temps était assez bien considéré, mais qui vont te libérer de la masse salariale, ça fait du bien à Naples. Les blessures les ont empêchés d'aller plus loin, c'est juste les blessures. Sur le talent, c'était vraiment pas mal quand ils étaient arrivés, mais les blessures, c'est un truc de fou. Si tu cumules les 5 dernières saisons, ils ont à eux deux 3 ruptures des ligaments croisés. Bref, la fin de contrat pour eux, c'est une bonne chose. À droite, en plus, Naples a Giovanni Di Lorenzo, son capitaine, son taulier. Donc, ok là-dessus. Dans le sens des arrivées, maintenant, il y a 2-3 trucs quand même. Ils ont avancé sur certains dossiers. Quand tu regardes, ils ont pris pour 11 millions d'euros le latéral gauche, donc Mathias Oliveira, ok, qui a vocation, j'imagine, à être le pendant de Giovanni Di Lorenzo, qui arrive pour être le latéral gauche titulaire, parce que pour l'instant, je crois que c'est Mario Rui, 31 ans, bon, il est l'heure de penser à la suite. Donc Mathias Oliveira, l'Uruguayen, il y a pas mal de blessures pour lui quand même, quand je suis allé regarder son profil, ça m'inquiète un petit peu, surtout quand tu sors, comme on l'a dit, de Goulam Malcuit sur les côtés. Bon, à voir ce que Mathias Oliveira donnera. Et devant lui, sur le côté gauche, en tant qu'ailier gauche, c'est le Géorgien de 21 ans, challenge prononciation de la vidéo, c'est Hrvichva Kvaratskhelia. Donc il a fini la saison en Géorgie au Dynamo Batumi, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine, parce qu'avant il jouait en Russie, il a fait les 3 dernières saisons, je crois, au Rubin Kazan, et c'était un des joueurs les plus distingués du championnat russe. Donc c'est une prise intéressante, c'est vraiment le joueur que je connais le moins bien peut-être de toute la vidéo. Mais j'ai regardé du coup ses highlights ce matin, je crois que c'est les highlights du match de la veille, le premier match de pré-saison du Napoli. Il a commencé très très fort, il a mis une passe décisive après une belle accélération sur le côté. Bon, ça c'était pas mal. Et ensuite, il plante un doublé, dont notamment un second but, un petit piqué très sympa. Je vous mettrai les clips. J'ai aussi noté que le commentateur, je pense que c'est le commentateur de la chaîne du Napoli, l'appelle Kvara tout court. Attention, Kvara, limite, Kvara, dribbling, il secondo, ancora Kvara. Donc voilà, merci mec d'avoir planté les bases, pris les devants, et c'est sans doute comme ça qu'il sera connu cette saison. Kvara donc, ok, ça m'intéresse, ça peut être pas mal. Et enfin, la troisième prise majeure pour l'instant du côté de Naples, c'est bien sûr André Zambo-Anguissa, mais lui il était déjà là, il était déjà en prêt, c'est le transfert définitif qui se réalise, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'entrejeu napolitain. Bon, il y a quand même du boulot pour Naples, hein. On a vu sur les gars qui sont partis, donc son capitaine Insigne, une grosse partie de sa production, même pas seulement le leadership d'Insigne, mais aussi une grosse partie de sa production offensive avec Insigne et avec Mertens. Bien sûr, tu perds ton rock depuis 8 ans, Kalidou Koulibaly, et j'en ai fait une vidéo il y a quelques jours, je vous mettrai le lien en description, son transfert à Chelsea, etc. C'était le premier épisode de ma nouvelle émission, c'était une vidéo cool à faire, mais voilà, j'en parle un petit peu là. Donc, qu'est-ce que Naples doit faire sur le temps qui lui reste pour sur un gardien, ça c'est une priorité. Il te faut du poids devant aussi, à voir ce que Kvara peut amener, ce qu'il peut donner comme remplaçant d'Insigne. A priori, sur l'aile gauche, ce sera son remplaçant direct. J'ai vu qu'aussi on avait Armando Broja et Giovanni Simeone qui se sont pistés comme doublure d'Osimhen. Simeone, ce serait pas mal, on s'est maté tous ses buts, une énorme partie de ses clips pour la vidéo sur Igor Tudor que j'ai sorti il y a quelques semaines. Bon, 17 buts si je me souviens bien en Serie A. Je pense sa meilleure saison, des frappes de l'extérieur de la surface, bon buteur, la qualité de déplacement, etc. Ouais, tu peux faire pire comme pointe, surtout en tant que doublure que Giovanni Simeone, même tu pourrais jouer à 2 devant, je pense, avec lui. Mais donc voilà pour Naples, il y a du travail à faire, donc il y a la qualification en Ligue des Champions, beaucoup de matchs à jouer. Mais Naples a aussi fait une saison correcte la saison passée, même plus que correcte. Ils finissent 3e à seulement 7 points du titre, 79 unités, à 7 longueurs de l'AC Milan. Ils étaient la co-meilleure défense, 31 buts encaissés. Niveau attaque, ils étaient la 3e attaque. Donc voilà, il y a une base intéressante. Maintenant, le truc, ils avaient démarré très fort la saison aussi. Ils étaient invincibles sur le premier tiers de saison. Je crois qu'ils font, sur les 11 premiers matchs, 10 victoires, 1 nul, un truc comme ça. T'as le départ qui va laisser un gros trou de Kalidou Koulibaly, t'as ton secteur offensif qui s'est nettement dégarni, ton capitaine qui part, peut-être ton vice-capitaine qui part. Il est fort à parier que Koulibaly aurait pris le brassard derrière Insigne. Donc voilà, il va falloir sortir le chéquier. On sait que c'est pas facile à faire parfois du côté de Naples, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce mercato pour moi.
Et enfin, on finit sur la dernière équipe de notre top 4 avant de parler de quelques autres. C'est la Juve, la Juventus, pas mal de départs, mine de rien, quand tu regardes les gars qui partent. Déjà, fin de contrat pour Giorgio Chiellini, à 37 ans. Il s'en va, donc il va au Los Angeles FC. Ça, c'est quand même la fin d'une époque. Moi, je me souviens, à l'époque où je jouais à PES, je faisais ma Ligue des Masters. À l'époque, c'était un des jeunes prometteurs que tu voulais signer. Prendre Chiellini dans ta Ligue des Masters, l'avoir sur 10 saisons ensuite. Et voilà, et là il a 37 ans et c'est quasiment la fin de sa carrière, il part en MLS. Après, combien d'années il a passé à la Juve? Genre 14 ou 15, 17 années sous le maillot de la Juve en fait j'ai, depuis 2005-2006 je crois cette saison-là. Bon, ça fait depuis 2017-2018 qu'il n'a pas joué 2000 minutes de Serie A, qu'il n'a pas atteint les 2000 minutes de Serie A, donc c'est quand même la fin depuis un moment. Mais là c'est vraiment fini, je sais pas, ça méritait un moment dans cette vidéo quand même. Une pensée pour lui qui part à Los Angeles et aussi une pensée pour Douglas Costa qui lui aussi part à Los Angeles dans le club rival, le club d'en face, le Galaxy. Fin de contrat pour lui également, donc transfert libre. C'est un joueur que j'ai adoré à une époque, tellement créatif. Mais voilà, je pense que là, la Juve sera contente de libérer son salaire. Beaucoup moins contente, j'imagine, de perdre Paulo Dybala libre. À voir s'il re-signe, mais j'ai pas l'impression. Je pense que c'est plutôt parti pour aller voir ailleurs. Pas mal de clubs italiens qui sont en lien avec Paulo Dybala aussi. Donc on parlait de l'Inter tout à l'heure, c'est vrai que l'Inter est dessus ou était dessus à une époque. C'est un peu l'inconnu, on verra où il part. Mais bon, c'est pas top pour la Juve de le perdre libre, ça c'est sûr, sans indemnité. Fin de contrat aussi pour Federico Bernardeschi, alors ça je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il va rejoindre Insigne, là c'est pas inscrit ici, mais j'ai vu les dernières rumeurs, il va vraisemblablement rejoindre Insigne à Toronto pour former une paire italienne, l'ailier droit, l'ailier gauche. Ok, pourquoi pas. T'as Alvaro Morata qui, après son prêt, donc la Juve n'a pas levé l'option d'achat, je crois qu'il y a 35 millions d'euros, mais je crois que la Juve aimerait quand même le récupérer en doublure de Vlahovic. Seulement entend faire baisser l'indemnité 35, peut-être que ça peut se régler un peu plus bas, à voir, mais pour l'instant il retourne à l'Atlético. Et enfin les deux ventes que tu as faites, celles qui te permettent de générer un peu de revenus, c'est Rolando Mandragora qui s'est jamais imposé à la Juve, qui part à la Fio pour 8 millions d'euros, et c'est Merih Demiral après sa grosse blessure à une époque, alors qu'il était pressenti pour peut-être se mettre dans la défense à 3 à côté de De Ligt. Bon, il part à l'Atalanta pour 20 millions d'euros, ça c'est l'officialisation de son départ parce qu'il était déjà en prêt à l'Atalanta, là c'est le transfert définitif. Mais voilà, ça permet à la Juve de récupérer une trentaine de millions d'euros pour peut-être faire quelques acquisitions. Quand on regarde pour l'instant dans le sens des arrivées, il y a des trucs, bon Chiesa il est ici mais ça fait 2 ans qu'il est à la Juve, c'est juste le montage financier, le prêt de 2 ans qui se transforme enfin officiellement en transfert. Il y a Andrea Cambiaso aussi, un jeune latéral gauche du Genoa qui a fait une saison absolument catastrophique, mais bon vraisemblablement lui a un peu surnagé dans le marasme, il a été pris pour 8,5 millions d'euros, mais il a été prêté immédiatement dans la foulée à Bologne. Donc lui on ne le verra pas sous les couleurs de la Juve la saison prochaine, à moins qu'il soit rappelé de prêt. Mais ça, c'est ça. Et il y a bien sûr, ça c'est les deux grosses nouvelles du côté de la Juve et deux des transferts importants de Serie A, André Di Maria et Paul Pogba. Alors, André Di Maria signé libre, pour moi, c'est une très bonne chose. En Serie A, je pense que ça peut très bien fonctionner. Pogba, maintenant, il faut voir son niveau d'investissement. Le problème avec lui, c'est bien sûr la constance, mais sur le niveau plafond, sur le niveau maximum qu'il est capable d'atteindre, sur ce qu'il peut faire quand il est dans le bon état d'esprit, voilà, Pogba, il n'y a pas vraiment de milieu de terrain comme lui. C'est bien sûr la constance, c'est un problème, mais un Pogba performant, on l'a vu sous le maillot des Bleus, on l'a vu en équipe de France, pas plus tard qu'il y a 1 an. L'Euro, c'était il y a 1 an, il était peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France avec Benzema. Bon. C'est un game changer quand il est dans le bon état d'esprit et le bon état de forme physique aussi. C'est pour moi un pari à faire. Je dis pas que ça va marcher. Pour le coup, Lukaku c'était il y a pas si longtemps, Lukaku à l'Inter c'était il y a pas si longtemps, Pogba à la Juve bien sûr ça marchait très très fort, mais ça commence à remonter maintenant. Mais pour moi c'est quand même un pari qu'il faut tenter, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive. Je me dis qu'il va mettre le bleu de chauffe, pas pour faire de mauvais jeux de mots, mais il va se mettre en forme et je me dis que c'est pas impossible de le voir faire une très belle saison. La Juve pour moi là fait quand même une bonne acquisition et surtout j'espère que ce sera le cas parce que j'adore ce joueur et la France a besoin de le retrouver dans un super état. Donc voilà pour Pogba. Niveau rumeur pour la Juve, il y a 2-3 trucs. Il faut forcément un central pour remplacer Chiellini, peut-être 2 même si tu perds Matthijs de Ligt qui a l'air assez proche du Bayern à l'heure où ça enregistre, pas très chaud pour rester à la Juve.
Bon, la Juve était sur Koulibaly, mais pour De Laurentiis, ça allait toujours être très difficile d'envoyer Koulibaly à la Juve. Ça s'est pas fait. On parle beaucoup de Pau Torres de Villarreal, qui cette fois pourrait être disposé à partir. Il a joué la Ligue des Champions avec son club de cœur. Cette fois, la Villarreal n'y est pas. Donc, il pourrait partir. J'ai vu des choses sur Gabriel, j'ai vu des choses d'Arsenal, j'ai vu des choses sur Evan Ndika aussi, qu'on connaît bien. Et Evan Ndika, ça pourrait être pas mal, surtout que tu cherches un défenseur central qui peut évoluer à gauche pour faire face au départ de Chiellini. Evan Ndika, c'est ce défenseur central gaucher. Il peut aussi jouer latéral gauche. Et ça, ce serait pas mal parce que la Juve a un grand besoin d'un latéral gauche. Alexandro, c'est plus possible. Ça fait déjà 3-4 saisons qu'il est mort, que tu veux autre chose. Et pour autant, il lui reste une année de contrat et lui va pas partir. Donc c'est vraiment un des nombreux poids morts de la Juve, un des gros problèmes de la Juve depuis plusieurs saisons. Mais si tu peux te prendre un gars qui le relègue au moins en tant que doublure, ça me semble essentiel. Voilà, Alexandro, il faut faire quelque chose. Ça parle pas mal aussi, sur un autre poste, ça parle pas mal de Leandro Paredes aussi en tant que rumeur. En gros, dans le 4-3-3 d'Allegri, t'as ton trio de devant. Bon, quand Chiesa sera revenu, et c'est pas sûr qu'il revienne tout de suite, Allegri a dit qu'il serait à 100% en janvier, parce qu'il s'est fait les croisés, etc. Mais a priori, le mieux, ce serait Chiesa, Di Maria sur les ailes, et bien sûr Vlahovic en pointe. Et derrière, donc, la raison pour laquelle je parle de Paredes, c'est que derrière, dans ce 4-3-3, t'as un Regista, et pour l'instant, t'as personne. Je crois que idéalement, Allegri aimerait avoir un Regista, et devant, tu mets Pogba, relayeur gauche, et Locatelli, relayeur droit. Ok, lui donne satisfaction, Pogba, ça peut être ton star player, et il faut un Regista en 6 derrière. Si tu l'as pas, ce serait sans doute Locatelli en 6 et peut-être le Pogba relayeur gauche et Zakaria relayeur droit. Il y a aussi Weston McKennie, même si lui est un peu moins, je pense, présent tout court, mais donne un peu moins satisfaction par rapport à une époque où il faisait un bon début de saison, il me semble. Mais voilà, apparemment ça parle de Paredes, je ne sais pas si c'est la bonne pioche à faire, mais il y a cette envie de prendre un 6, quelqu'un au-dessus de la défense, pour orchestrer un peu le jeu de position de la Juve. Il y a une rumeur autour de Zaniolo qui est assez forte aussi, on verra ce que ça donne. Dans un monde idéal, tu réussis à te débarrasser de plusieurs joueurs, il y a aussi des mouvements à faire sur le sens des départs, tu réussis à te débarrasser d'Adrien Rabiot, d'Aaron Ramsey, je crois que les deux sont en fin de contrat l'année prochaine, mais l'année prochaine seulement entre guillemets, parce que voilà, ils font partie pour moi, de ces poids morts de la Juve. Un des problèmes de ce club depuis de nombreuses années, c'est que tu payes un recrutement qui est vraiment très très inégal, et une politique salariale qui peut-être rend beaucoup de ces poids morts-là impossibles à transférer. Voilà, ça va encore être un problème cette intersaison, mais il y a l'opportunité au moins de commencer à reconstruire, et peut-être arriver en 2023 avec un effectif qui est plus sain et qui a plus de chances d'être performant. Donc voilà pour le top 4. Les autres mentions rapides que je voulais faire, c'est déjà l'Atalanta. Donc Atalanta 8ème la saison passée, une saison décevante, surtout quand on connaît leur qualité d'antan, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais l'Atalanta de Gasperini, une des équipes qui m'a fait le plus vibrer sur les dernières saisons. Bien sûr, Zapata Ilicic, Papou Gomez derrière, Robin Gosens, tous ces gars-là. Bon, il y a l'envie, je pense, de franchir un cap et cette fois de dépenser assez significativement, tu vois, 3 recrues à plus de 20 millions d'euros, à 20 millions d'euros et plus, même si Demiral, comme on l'a dit, ça date plutôt de l'été dernier, c'est l'officialisation. Mais il y a Ederson, le milieu central de 22 ans, qui a été pris à la Salernitaine pour 21 millions d'euros, c'est un beau chèque à mettre. Et Jérémy Boga, ça me rappelle la stratégie de transfert de l'OL, que des joueurs à 20 millions. Jérémy Boga qui a été pris de Sassuolo, c'est le petit frère de l'Atalanta, qui step up un petit peu, et qui va pouvoir montrer ses qualités dans un club qui postule au top 4, qui aimerait s'y retrouver la saison prochaine. Voilà, c'est ambitieux, je pense qu'il y a d'autres recrues à faire, on parle un peu de Pinamonti, ce serait aussi dans ces eaux-là, une vingtaine de millions d'euros. Un piston gauche depuis le départ de Robin Gosens, ce serait pas mal aussi, mais voilà en gros pour l'Atalanta. La Lazio, dont je veux parler, la Lazio c'est intéressant, la Lazio finit 5ème, quand tu regardes le secteur offensif, c'était plutôt intéressant. C'est la 2e meilleure attaque d'Italie, 77 buts marqués. Secteur offensif, c'était pas vraiment le problème. Quand tu regardes, Ciro Immobile a pris son 4e titre de meilleur buteur du championnat italien de sa carrière, son 4e titre de capocannonière. Sergej Milinkovic-Savic, 11 buts, 11 passes, belle saison pour lui aussi. Pedro pas mal, Felipe Anderson pas mal, Luis Alberto pas mal. Donc le secteur offensif, c'était pas le problème. Le problème pour la Lazio, bien sûr, c'est derrière. On l'a dit, 2e meilleure attaque du championnat italien avec 77 buts, mais quand on regarde le nombre de buts encaissés, c'est la 10e et à égalité avec l'Udinese, donc 10e/11e meilleure ou pire défense du championnat italien.
Voilà, ça fuit un peu de partout. Alors il y avait des problèmes au niveau des gardiens, les deux ont été vraiment insatisfaisants, Pepe Reina et Strakosha, parmi les moins bonnes performances statistiques quand tu regardes les chiffres avancés, les deux s'en vont. L'un à Brentford, Strakosha, l'autre à Villarreal, Pepe Reina 39 ans. Et du coup sur ce poste de gardien, Luis Maximiano a été pris à Grenade, un transfert qui a été bouclé assez tôt pour une dizaine de millions d'euros. 23 ans, le portugais, voilà. La Lazio de Sarri espère très fort qu'il sera le gars qui te fait franchir un cap, qui aurait pu te rapporter peut-être 5, 6, 7, 8 points de plus la saison prochaine. Est-ce qu'il sera suffisant? Il y a aussi 3 défenseurs centraux qui ont été recrutés. On le voit ici, Nicolo Casale, Mario Gila ou Gila, et le troisième, Alessio Romagnoli. Donc Casale de l'Hellas Vérone, dont on a un petit peu parlé quand on parlait de l'Hellas de Tudor il y a quelques semaines. Un gars qui était pris de la Castilla, qui n'a encore pas d'apparition en pro si je ne me trompe pas, 21 ans, mais 6 millions d'euros. Donc la Lazio vraisemblablement a vu quelque chose. Et Alessio Romagnoli qui arrive libre depuis l'AC Milan. Pourquoi pas? À voir si ce sera suffisant. Un défenseur gauche, je pense que ce serait utile à la Lazio aussi. Voilà, cette équipe a besoin de moyens, mais elle a fini pas trop mal. Elle a fini 5ème de Serie A la saison passée. Et encore une fois, le secteur offensif, il n'y a pas de départ majeur. Joaquin Correa s'était déjà fait. Donc bon, à voir. Ça pourrait être une équipe surprenante. J'aime bien Sarri. J'espère les voir performants. Et enfin, donc, on finit sur l'AS Roma. L'AS Roma de Mourinho, donc Zeki Çelik, qui a été pris au LOSC, 7 millions d'euros, ok, c'est pas la meilleure version de Zeki Çelik. Pour moi, il a bien baissé quand même sur ses capacités, mais il a que 25 ans, je pense qu'il a besoin d'un nouveau défi aussi. Donc ça peut être pas mal. Et Nemanja Matic, 33 ans, qui retrouve José Mourinho à nouveau. Voilà pour les recrues qui ont été faites. Il y a une rumeur de départ qui est très forte autour de Nicolo Zaniolo. Pour moi, le garder, c'est une priorité. Mais même si tu réussis à le garder, pour moi, il faut des renforts offensifs. Tammy Abraham est trop seul, il est performant. Mais c'est vraiment le secteur offensif, c'est le gros chantier. Après un championnat qui a été globalement décevant. Alors il y a la Conference League, bien sûr, qui te permet de te qualifier en Europa, un titre européen, c'est clairement une très très bonne chose. Mais en Serie A, donc la Roma finit 6ème à 7 longueurs du top 4 et finit 6ème avec, quand on regarde le nombre de buts marqués, avec la 9ème attaque seulement 59 buts marqués sur 38 journées. Voilà, 9ème attaque, c'est pas assez. Donc, il te faut un défenseur central, il te faut un milieu défensif sans doute, mais il te faut des renforts offensifs significatifs. J'entends parler un peu de Luis Muriel, je pense que c'est une bonne chose. J'entends parler un peu de Paolo Dybala, même si lui est lié quasiment à tout le monde en Italie, ce serait une bonne chose. Ça parle un peu de Wilfried Zaha aussi pour accompagner et alimenter Tammy Abraham, faire une petite connexion en pointe. Pas mal, enfin pas en pointe, mais pour le soutenir. Il faut du monde et il faut beaucoup plus que ce qu'on voit pour l'instant pour la Roma. Autre transfert notable enfin, et là on va boucler donc, autre transfert notable, on est sur la Fiorentina, il y a Luka Jovic qui peut-être se relancer, qui a 24 ans seulement, qui s'est totalement perdu au Real. On peut voir ce que ça va donner, moi ça m'intéresse pas mal. Il y a Sassuolo aussi, qui est un petit peu plus bas sur la liste. Sassuolo qui a pris plein de joueurs que je connais pas, mais ça m'intéresse beaucoup parce que 21 ans, 23 ans, 24 ans, 20 ans, 24 ans, 20 ans, beaucoup de joueurs offensifs, un avant-centre, un milieu offensif, 2 ailiers gauche et recrutés un petit peu de partout dans le monde, Peñarol, Genk, Grêmio, Rosenborg, le Sparta Rotterdam. À mon avis, on peut voir, surtout quand on connaît la tradition à Sassuolo, on peut voir éclore 1 ou 2 mecs dans ce club la saison prochaine. Et ça, ce serait assez cool à suivre. Donc voilà, ça conclut un petit peu ce qu'on voulait dire sur le mercato de Serie A pour l'instant. Si je devais désigner un vainqueur, pour moi, la plus belle équipe pour l'instant, celle qui a la plus belle base, c'est l'AC Milan, c'est le champion en titre, il y a vraiment quelque chose de très très fort là-bas. Mais celui qui fait le meilleur mercato, celui qui s'est le plus renforcé, pour moi, c'est l'Inter. Le retour de Lukaku fait beaucoup de choses. André Onana peut te résoudre, à voir c'est encore théorique, mais peut te résoudre un problème important sur le poste de gardien. Et Lukaku, quand tu le vends 100 millions d'euros et que tu le récupères en prépayant pour 8 millions d'euros sur la suite, revanchard en plus j'imagine, mort de faim, heureux de retrouver sa famille, entre guillemets. Voilà, si Bremer en plus se fait, ça peut être vraiment pas mal, même si tu perds Skriniar, t'as encore Bastoni, t'as Barella, Brozovic qui ont été prolongés, t'as Lautaro Lukaku, t'as Lautaro jusqu'en 2026. Il reste encore du travail, si ça s'arrêtait là, ce serait pas satisfaisant sans doute, mais comme l'AC Milan traîne un peu sur le marché, comme la Juve, il y a encore pas mal de problèmes, je vois pas vraiment une équipe qui a fait mieux pour l'instant, et c'est peut-être à l'Inter que je donnerais ce titre de champion du mercato estival de juillet, c'est le titre de champion d'automne du mercato estival, ça vaut absolument rien. Mais voilà ce que j'en pense pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez les choses, les postes qui restent à renforcer ici et là. Qui pour vous remportera la Serie A, c'est un peu trop tôt pour le dire, peut-être qu'on se garde ça pour un peu plus tard, quoique dans la question est posée, c'est trop tard.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mettrai les liens en description des dernières que j'ai faites. N'hésitez pas à les checker. Et voilà, moi je pars en week-end, petit week-end là qui m'attend. Je suis très content après une semaine assez productive, assez chargée, mais très satisfaisante et épanouissante d'un point de vue pro. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite. Bisous.